Mohamed Bazoum, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre d'État de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses au Niger. Merci de nous rendre visite. Alors, à l'occasion du sommet de l'Union africaine qui s'est tenu début juillet à Niamey, le président Issoufou a lancé la zone de libre-échange économique continentale africaine, mais a fait aussi une annonce très importante. Il a appelé à la constitution d'une coalition internationale pour combattre les djihadistes au Sahel. Alors, les pays de la région sont-ils en train de perdre la bataille sur le terrain? Si les pays de la région n'ont pas perdu la bataille, ils ne l'ont pas non plus gagné depuis 2012 que nous sommes confrontés à ce phénomène dans cette région. Force est de constater que le mal prend de l'ampleur. Ces derniers temps, vous aurez constaté qu'il a atteint le centre du Mali, qui en était épargné auparavant, et l'État islamique dans le Grand Sahara a tendance à avoir des actions de plus en plus virulentes au Niger, et puis il y a au Burkina cette transcroissance au Burkina de ce qui se passe dans le centre du Mali. Nous assistons par conséquent à une dégradation de la situation qui conduit à penser que la réponse du point de vue du président Issoufou la plus efficiente, c'est une réponse internationale, et c'est d'autant plus que nous constatons que les terroristes qui opèrent dans cette zone utilisent des moyens qui semblent bénéficier de techniques qu'ils ne possédaient pas il y a de cela quelque temps. Cela nous amène à croire, à juste titre, qu'ils ont un coup de main bien organisé de leurs compères qui opéraient en Irak. Et en Syrie. Il y a un lien entre le front syro-irakien et le front sahélien aujourd'hui? Oui, nous sommes en droit de le penser parce que jusqu'ici, l'État islamique dans le Grand Sahara n'utilisait pas des IE-2, il commence à les faire, ces engins explosifs improvisés. Ils utilisent des véhicules kamikazes, ils ont acquis des technologies, ils doivent être appuyés par des experts qui leur sont venus de l'Irak. Alors, on a mis fin à l'État islamique en Irak, on n'a pas mis fin à ces excroissances en Afrique, ça n'a pas trop de sens, il faut être cohérent. On a besoin de moins de moyens ici, et on a besoin de moins de temps non plus, aussi. Et donc, il faut aller vite pendant que le phénomène n'a pas pris davantage d'ampleur pour l'écraser et en terminer de façon définitive. Parce que quand même, cette menace qui est générée par le contexte sahélien depuis la chute de Kadhafi, il faut la prendre en charge très sérieusement, faute de quoi, vous voyez bien qu'elle est capable de menacer les pays du Golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest, et si ça se métastase outre mesure, la thérapie va être d'autant plus difficile. Il faut aller pendant qu'il est encore temps de notre point de vue, et la forme la plus appropriée pour le président Issoufou, c'est celle qu'il a préconisée. Vous l'avez très bien expliqué, le front du terrorisme a tendance à descendre du nord vers le sud, à se propager à l'est. Mais la question n'est-il pas de traiter le maillon faible qui reste le Mali? Tant que l'on n'aura pas réglé la situation au Mali, peut-on espérer contenir cette progression régionale? Raisonnablement non, à mon avis. Il faut que le Mali règle aussi très vite ses propres problèmes. Et il faut l'aider. C'est pourquoi ces deux choses doivent être menées de front, tout à fait ensemble. Le Mali doit avoir un agenda politique et militaire compatible avec un engagement international plus conséquent. Et il ne faut pas qu'on règle le problème par les moyens qui peuvent être utilisés par la coalition suggérée par le président Issoufou, et se retrouver
face à une situation du Mali qui n'aura pas évolué. C'est vrai qu'il y a une relation dialectique entre tout ça. Ça n'évolue pas bien au Mali parce qu'il y a aussi ces forces qui ont des complices, même parmi les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Donc le lien dialectique est très clair. Nous venons d'assister à ce qui s'est passé à Kidal hier ou avant-hier. Tout cela en dit très long sur l'état d'esprit d'un certain nombre d'acteurs. Qui ne sont pas prêts à jouer le jeu de l'intégrité territoriale et de l'État. Voilà. Et donc, ce sont des choses qu'il faut mener en même temps, de façon vraiment rigoureuse. Quelle forme pourrait prendre cette coalition internationale, alors qu'il y a déjà des forces étrangères sur le terrain? Les Français sont là à travers leur dispositif Barkhane, les Nations Unies aussi à travers les casques bleus de la MINUSMA. On changerait à certains égards les missions des forces et on leur conférerait des formes avec des principes d'engagement différents. Si c'est le Conseil de sécurité... Le chapitre 7 que les États-Unis ont jusqu'à présent refusé d'accorder. Les États-Unis peuvent être cohérents tant que ce n'était pas l'ONU et qu'on était dans des missions avec d'autres agendas. Ils peuvent avoir raison de dire qu'on ne peut pas être dans le chapitre 7. Mais si c'est l'idée du président, conformément au concept qu'il a défendu, qui devait être appliqué, même les États-Unis seraient à l'aise. Et alors, nous aurons des Américains avec des moyens plus conséquents, nous aurons des Français qui sont déjà nombreux, c'est vrai, et leurs forces spéciales font un travail remarquable, mais si elles ont l'onction d'une résolution de l'ONU avec des missions très précises, à mon avis, le cours des choses changerait et très rapidement. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui à la portée de la communauté internationale qu'on mette fin au terrorisme dans le Sahel. Et ce n'est pas bien de perdre du temps à faire des conférences, des réunions du Conseil de sécurité, des assemblées générales de l'ONU, à financer des missions comme la MINUSMA qui sont très onéreuses avec des résultats qui ne sont pas très probants. Il faut aller vite. Ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas la Syrie. C'est beaucoup plus facile que cela, mais on en terminerait avec un fléau quand même. Alors, un général de brigade nigérien, Umaru Namata, a été choisi pour diriger la force conjointe du G5 Sahel. Quel rôle voyez-vous à cette force dans cette coalition internationale et comment la rendre plus efficace? Il faut déjà lui trouver les ressources qu'elle demande, mettre à sa disposition les moyens des actions, des opérations que les forces sur le terrain sont susceptibles de mener. Le général Namata est un homme qui a une grande expérience de lutte contre le terrorisme parce que il a dirigé les opérations spéciales dans la région de Difa. Il avait été commandant des opérations spéciales dans la lutte contre Boko Haram avec beaucoup de succès, avec beaucoup de bons résultats. Et il viendra avec une vision de quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce qu'il a été un homme de terrain de ce point de vue-là. Et évidemment, s'il y a une coalition internationale, on va assigner aux armées des pays du Sahel des missions importantes dans la mesure où elles pourraient les assumer. Les spécialistes s'accordent sur le fait que la réponse sécuritaire n'est pas la seule qu'il faille apporter. Comment travaillez-vous sur les sources de la radicalisation pour essayer d'apaiser les esprits? Vous savez, nos situations dans nos différents pays sont assez différentes. Quand je considère la situation du Niger en ce qui me concerne, je constate que nous n'avons pas des jeunes du Niger qui se sont engagés dans les mouvements terroristes parce qu'ils sont porteurs d'un projet politique qui intéresse le Niger. Donc,
pas de recrues nigériennes dans, dans les beaucoup, différents mouvements. Si, malheureusement. Et il y a des recrues importantes à l'EIGS de jeunes Nigériens, mais qui étaient en territoire malien lorsque en 2012 avait été créé le MIJAO et qu'ils y avaient été embrigadés. Lorsque j'ai été nommé ministre de l'Intérieur, j'ai envoyé des émissaires pour les rencontrer en leur demandant de dire ce que nous étions prêts à accepter, qui sont un groupe rebelle qui a des revendications, quelles qu'elles soient, et le gouvernement du Niger discuterait avec eux pour faire droit à ces revendications, quelles qu'elles soient, je souligne cela. Leur réponse avait été de me dire que nous opérons en territoire malien, nous sommes engagés dans une entreprise de djihad sur le Mali, le Niger ne nous intéresse pas, vous avez arrêté certains de nos combattants, libérez-les-nous pour que nous créions une ceinture qui sécurise la frontière du Niger et que nul ne puisse agresser le Niger. Donc je n'ai pas été en mesure d'ouvrir un dialogue parce qu'ils n'ont pas de griefs contre l'État du Niger. Je leur ai dit, si vos griefs sont politiques, nous sommes prêts à les écouter. Si vous avez des revendications économiques et sociales, nous sommes tout aussi prêts à les écouter. Mais je n'ai pas eu d'interlocuteur. C'est pareil à Boko Haram, du côté de Boko Haram. Si vous avez des jeunes qui ont été impliqués dans Boko Haram, c'est davantage à cause du chômage et de considérations économiques parce qu'ils adhèrent à un projet politique à contenu religieux, radical, extrémiste de surcroît. Évidemment, lorsque ces jeunes-là s'engagent dans ces mouvements, certains d'entre eux finissent par se radicaliser, c'est clair. Mais au Niger, nous n'avons pas affaire à un phénomène de radicalisation de l'opinion avec des organisations qui ont un discours politique, qui prennent la parole, qui expriment des messages. La grande majorité des Nigériens sont des musulmans d'obédience quadrilla traditionnelle, puis vous avez de musulmans très nombreux qui sont d'obédience tijaniya, et enfin vous avez aussi évidemment depuis quelques années, depuis 20 ans, un peu plus peut-être, des courants de type Ahl-Sunna. Vous avez aussi, il mérite d'être noté, un peu de courant chiite aussi ces dernières années, ça c'est beaucoup plus tardif, mais dans l'ensemble, nous n'avons pas de tension due à la gestion du phénomène religieux. Même Comment vous gérez le champ religieux? Nous ne le gérions même pas, pour ainsi dire, jusqu'ici. C'est maintenant seulement que nous venons d'adopter une loi qui va définir les conditions de l'encadrement de la pratique des cultes, et du culte musulman notamment. Et à cette occasion, vous vous souvenez qu'il y a eu une déclaration d'un imam qui avait dit des choses tout à fait contraires au contenu de la loi que nous venions d'adopter. Et nous avons dû alors procéder à l'arrestation d'un certain nombre de personnes. Il y a beaucoup d'associations musulmanes. Au Niger, il y en a 105. Sur les 105, vous en avez 8 qui ont été opposées à la loi sur le culte. Ces 8 organisations ont l'habitude de... Elles sont d'obédience salafiste? Elles sont d'obédience, on va dire, Ahl Sunna pour la plupart d'entre elles. Chez elles, il y a toujours eu une certaine tentation politique. J'ai eu à plusieurs occasions dit ça à leurs responsables en les mettant en garde contre cela. Et là, nous avons dû quand même arrêter un certain nombre de responsables, simplement parce que nous pensons que la religion, c'est notre bien commun. Les valeurs de la religion sont des valeurs qui sont dans l'âme de nos compatriotes et que nul n'a le droit d'en revendiquer le monopole. Nous sommes un État
et qui a affirmé le principe de la séparation de la religion avec la politique. Et j'ai dit à tous qui sont tentés d'utiliser la religion pour faire la politique d'y renoncer et de venir créer des partis comme nous autres et de nous disputer le terrain de la conquête des opinions. Donc il n'y a pas encore d'influence politique des chefs religieux comme on peut le voir au Mali avec l'imam Dicko ou alors avec le shérif Dionyoro qui sont des prescripteurs de vote au moment des élections. Non, vous n'avez pas l'équivalent de ces personnages au Niger, Dieu merci, c'est très clair. Le Niger est aussi confronté au sud à la menace de Boko Haram. Vous avez lancé des initiatives pour que des combattants rendent les armes. Vous en avez accueilli certains. Vous êtes dans un projet de déradicalisation et de réinsertion pour ces combattants. Où est-ce qu'on en est ? Nous avons lancé cet appel depuis la fin de l'année 2017. En 2018, nous avons eu des ralliements. Le camp, il existe à Goudoumaria, il vient d'être équipé. Et nous avons commencé les formations professionnalisantes de tous ces jeunes qui sont cantonnés dans ce camp. Mais pour être honnête, jusqu'ici, nous n'avons pas reçu beaucoup de ralliements vers cet objectif postulé par le principe de l'ouverture de ce camp-là. La vérité, c'est que vous avez 300 000 personnes qui ne vivent plus chez elles, qui ont été déplacées, soit des déplacés internes, des Nigériens que la violence a dû chasser des villages et les couper de possibilités de continuer leur activité économique, que sont les cultures au bord de la rivière, de la Komadougou ou dans le lit du lac Tchad. Ce sont des réfugiés qui sont venus de Nigeria au nombre de plus de 100 000 personnes. Ce sont des Nigériens qui vivaient au Nigeria et qui sont retournés, mais qui n'ont plus d'attache dans leurs villages respectifs avec possibilité de mener des activités économiques. Ça dure 5 ans. Et l'enfant qui avait 13 ans en 2005, qui a suivi ses parents pour venir être dans un camp, bénéficier de l'assistance du système humanitaire, qui lui assure des rations alimentaires quotidiennes, a désormais 18 ans. Et nous constatons que ce sont ces jeunes de ces camps-là qui retournent dans Boko Haram, non pas tant parce que Boko Haram offre des perspectives politiques qui les intéressent, mais juste parce que Boko Haram au Niger se convertit au banditisme. Donc c'est les opportunités économiques. Voilà, ces jeunes gens, voilà, c'est le défi qui est posé à toute la communauté internationale. Jusqu'à quand nous tolérerions des camps de ce genre-là où nous allons générer des jeunes qui vont se livrer au banditisme pour en vivre et perpétuer l'insécurité et compromettre toute possibilité de perspective de relèvement et de développement économique. Alors, le président Issoufou a annoncé en vertu de la Constitution qu'il ne briguerait pas un 3e mandat au Niger. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS, vous a porté à sa tête et vous serez donc le candidat de ce parti à la présidentielle de 2020. Et pourtant, vous êtes d'une ethnie minoritaire, les Oulad Suleiman. Est-ce que c'est une donnée qui, au Niger, peut être un frein à votre élection ? Bon, je ne sais pas trop, je ne le pense pas, sinon nous n'aurions pas pris le risque de mettre quelqu'un qui aurait un handicap de type rédhibitoire. Dans d'autres pays, il est possible que d'appartenir à un groupe ethnique minoritaire est un handicap sérieux. Au Niger, il me semble que ce n'est pas le cas. À l'expérience, nous avons constaté que le premier président démocratiquement élu au Niger en 1993 est quelqu'un dont le père est venu du Tchad.
à l'époque, il y avait eu une campagne justement pour le stigmatiser en disant qu'il n'était pas tout à fait nigérien. Ça n'a pas eu beaucoup d'effet, la preuve, il avait été élu. Vous avez peur C'était Mahaman Ousmane. Puis en 1999, celui qui avait été élu, son père, lui, venait de Mauritanie. C'était le président Tanja. Là également, il y a eu une campagne contre lui sur le thème que ce n'est pas un bon Nigérien, sans effet. Nous pensons que le Niger est un pays du Sahel central très ouvert. Ce n'est pas un pays de fragmentation comme les pays au sud du Niger ou les pays vraiment des forêts où le facteur ethnique a une prégnance sur les opinions beaucoup très développée, pardon. Moi, j'ai mon parcours personnel dont procède ma légitimité. Vous avez été syndicaliste. Voilà, j'ai été militant, étudiant, syndicaliste, et je suis resté... Vous avez un background de philosophe. Vous avez été aux affaires... Tout cela n'est pas important. Ce qui importe, c'est vraiment mon parcours politique, ma personnalité intrinsèque, l'opinion qu'ont de moi les Nigériens, est-ce que je suis un homme intègre ou pas, est-ce que je suis respectueux de l'état de droit ou pas, est-ce que je suis un homme juste. Je pense qu'après presque 30 ans de vie publique, les Nigériens ont eu l'occasion de nous connaître, nous tous les uns et les autres, et de nous apprécier. J'ai eu à diriger justement des ministères importants à l'occasion. On a pu apprécier mes qualités de chef, de dirigeant. J'ai dirigé notre parti après le président Issoufou depuis 2011. Là également, je pense qu'il y a eu beaucoup d'occasions de me connaître encore plus à fond. Et nous pensons que le plus simple, en tout cas c'était le raisonnement du président Issoufou, était de choisir le candidat qui a le plus de légitimité et qui a été élu par 2 fois à la tête du parti à 100%, qui est apprécié, qui n'est pas critiqué, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de tension dans notre parti. Et nous avons fait ce pari. Nous pensons que nous ne nous sommes pas trompés. Comment vous préparez-vous à cette échéance? Je m'y prépare déjà en continuant à faire ce que je faisais à la tête du parti, parce que depuis 2011, comme je vous l'ai dit, je suis à la tête de ce parti. Et pour l'élection du président Issoufou, j'avais dû quitter le poste du ministère des Affaires étrangères pour me consacrer plus souvent à la gestion de la préparation de la campagne du président Issoufou. Maintenant, je suis dans une autre position, mais notre parti a ses méthodes, il a ses réflexes, il a ces pratiques et ce sont celles-là qui vont justement être à l'œuvre de façon que nous préparions la campagne. C'est vrai que j'ai dû être déclaré candidat 2 années avant l'échéance. Nous allons aller tout doucement dans un premier temps. Le profil ne sera pas le même aujourd'hui et pendant la campagne, mais à mesure que le temps va avancer, nous allons aussi accélérer la cadence et voilà un peu comment nous envisageons ces choses-là. Mohamed Bassoum, merci. Merci Pascal Ayro.